Avec plus de 15 000 exemplaires vendus, la boîte à outils du marketing digital s'impose comme une référence incontournable. Pour cette 3e édition chez Duno, Stéphane Truffem et Philippe Gasto ont entièrement revu leur ouvrage pour intégrer les transformations induites par l'IA. Cette nouvelle édition propose 57 outils clés enrichis de packs de prompts pour accompagner les professionnels dans cette transition majeure. Je vous propose ici le résumé et la retranscription audio d'un webinaire qui a eu lieu le 22 octobre 2025 avec Stéphane et Philippe. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, la boîte à outils du marketing digital, quand l'IA réinvente les pratiques, avec Philippe Gasto et Stéphane Truffem, co-auteurs de la boîte à outils du marketing digital, 3e édition. Je vous propose ici un résumé de ces échanges qui ont lieu dans le webinaire du 22 octobre 2025. Et c'est là qu'on danse. Quelle entrée oh, Ah oui, il y a un dynamisme chez Visionary Marketing, c'est incroyable. Et dans la boîte à outils du marketing digital, je ne vous en parle pas. Je ne vous décrirai pas non plus d'ailleurs l'épisode qui a précédé la préparation de ce webinaire et qui n'était pas d'ailleurs véritablement à l'honneur du marketing digital. Mais bon, c'est pas grave. L'imprimante sera réparée un petit peu plus tard. Eh bien, écoutez les amis, ravi de vous avoir en ligne. On a eu un petit loupé, mais on s'est bien rattrapé. Et je suis ravi d'inviter les stars du livre du marketing digital, qui d'ailleurs n'a pas été écrit sur une tablette, il a été écrit sur du papier, on ne sait pas pourquoi. Mais papier, oui, combien vous en avez vendu là? Vas-y Steph, annonce le chiffre. Eh ben, écoute, plus de 15 000. Sur les 15 000. Donc, c'est pas mal. C'est respect total. D'ailleurs, je vais envoyer un mail tout de suite à Hervé Cabla. Je vais lui dire qu'on peut aller se rhabiller avec nos 8000 ventes. C'est nul. Bien. Bon, faut savoir quand même pour les Béotiens que quand on vend 1000 bouquins de ce genre, on est déjà un best-seller. Donc, voilà. J'espère que nous sommes nombreux. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Normalement, on devrait les récupérer dans le chat si ça marche. Mais voilà, donc si ça marche. Dans tous les, ouais, ça marche toujours. Oui, on va y revenir. C'est ça devient un petit peu compliqué quand même tous ces outils-là qui sont censés nous simplifier la vie. Mais justement, grâce à la boîte à outils du marketing digital, nous allons tout savoir sur les bonnes astuces pour bien avancer sur ce domaine. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec les fenêtres, mais c'est pas grave. Alors, donc, si on revient sur ce livre, 57 outils clés en main. D'ailleurs, ce titre d'outils, d'ailleurs, il m'interpelle à chaque fois. J'ai participé à pas mal de ces bouquins. Il y a, ce que vous entendez par outil est un peu particulier, en fait. C'est plus des outils stratégiques, si j'ai bien compris. Alors c'est pas nous, c'est imposé c'est une collection, donc c'est le titre de la collection et donc on doit effectivement faire avec. C'est vrai que c'est un point quand on avait commencé cette première écriture de boîte à outils qui m'avait un petit peu. En fait, il y avait deux choses qui m'avaient gêné. Il y avait ce terme d'outil parce qu'effectivement, quand on va parler de de référencement naturel, est-ce que c'est vraiment un outil? Pas vraiment. Et puis également le format un peu contraint que je trouvais toujours un peu frustrant parce que tu as toujours envie d'en dire plus et dire comment appliquer au-delà de la description de l'outil. Mais c'est aussi la force du bouquin, quoi. Ça donne des repères au lecteur. Et c'est aussi, mais peut-être que Philippe nous présentera un peu les prompts. C'est pour ça aussi qu'on a décidé, à la fois parce que c'est très tendance, mais également parce que ça permet de faire une ouverture ultra pratique pour les lecteurs, de récupérer des prompts et puis finalement se dire, allez tiens, je tente de mettre en œuvre ce que j'ai appris dans la boîte à outils. Donc voilà, désolé, c'est le terme outil, c'est pas notre faute. Et en même temps, ça plaît beaucoup parce que les gens aiment bien les outils. Il y a un petit côté recette. Mais le bouquin est plus profond que ça.
C'était juste pour dire que c'est pas seulement des outils, c'est plus, je dirais, des explications de texte qui sont plus profondes. Alors, justement, tu as anticipé sur la question suivante, parce que la question suivante, c'était justement sur ces packs de prompts IA qui sont, je dirais, un ajout de cette 3e édition. Alors, Philippe, tu nous présentes ça peut-être ? Ouais, avec plaisir, bien sûr. Je rebondis sur ce que dit Stéphane, hein. Évidemment, on est contraint d'un nombre de caractères pour chacun de ces outils, donc. Et on s'est dit avec Steph, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir aller un peu plus loin ? Alors, c'est vrai que dans les premières éditions, on a eu le plaisir d'interroger des experts. Alors, merci Yann encore une fois, parce que tu avais participé à la première édition, d'ailleurs. Pour la 2e édition, on a également fait appel à d'autres personnalités du marketing. Et puis, pour cette 3e édition, on s'est dit, tiens, comment on fait pour aller un peu plus loin ? Et évidemment, comme l'a dit Steph, évidemment, c'est dans l'air du temps d'être sur les IA. Donc, on s'est dit, on va proposer des prompts qui vont venir en complément de ces outils. Alors, je reviens sur l'idée d'outils, encore une fois. Steph disait à l'instant que pour le SEO, oui, évidemment, une stratégie SEO, est-ce que c'est un outil ? Là, non. Toutefois, utiliser Ubersuggest, par exemple, ça, c'est un outil, évidemment. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux lecteurs pour aller un peu plus loin ? Donc, on a créé ces prompts qui viennent être associés au dossier qu'on a proposé. Si on en prend un, allez, on continue sur le SEO. Par exemple, je crois que c'est moi qui me suis occupé de celui-ci. J'ai proposé un prompt pour créer un cocon sémantique. Vous savez, les clusters qui permettent en réalité de créer des contenus piliers sur le référencement naturel et d'y associer des idées complémentaires. Donc voilà, il y a un prompt extrêmement complet que vous pouviez copier-coller et le mettre dans votre chat GPT préféré ou Claude ou Perplexity ou ce que vous voulez, Copilot, ce que vous voulez, pour pouvoir ensuite obtenir un complément assez utile, en tout cas pour aller plus loin. Et puis, Steph, peut-être que tu veux revenir sur cette landing page qu'on a créée pour pouvoir accéder à ces prompts, comment on l'a réalisée et où est-ce qu'elle est accessible en fait pour nos lecteurs. Via un QR code qui se trouve dans le bouquin. Donc voilà, vous pouvez aller à la Fnac et scanner. Sans acheter le Alors vous pouvez tricher, ouais. Non, après c'est tout simplement une page hébergée sur Notion et donc le QR code renvoie sur cette page et après on peut récupérer les prompts à sa guise. Il faudra que tu contactes Visionary Marketing et je te ferai un lien raccourci, comme ça évitera de perdre les lecteurs. Je vous ferai ça gratuitement. Je vous ferai une remise. Alors. Vous dites le bouquin en 2 ans à peine, depuis la 2e édition, vous avez décidé de tout revoir. C'est complètement bouleversé le marketing digital. Je ne sais pas si ça a bouleversé le reste du monde qui continue de marcher avec du pétrole, mais par contre, le digital lui-même se disrupte pas mal. C'est assez spectaculaire, non ? Ouais, peut-être deux choses. La première, c'est que on a changé complètement le bouquin en lui-même. Puis après, on va venir sur les évolutions du marketing, si tu veux, Yann. La première chose, c'est qu'on a complètement revu le sommaire du marketing de la boîte à outils. Car la toute première édition, j'ai même plus la date en tête, faudrait que je les retrouve. La toute première édition, on avait fait des doubles pages, si tu veux, sur chaque réseau social. Et notamment, j'ai souvenir de Viadeo, par exemple. Donc, je te cache pas qu'en 2025, Viadeo a pas la même autorité qu'à l'époque de la première édition. Et puis, ça a plus de sens aujourd'hui de faire une double page sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur TikTok. Donc, on a vraiment décidé de revoir complètement la formulation des dossiers. Alors évidemment, on commence par de la stratégie, ce qui nous semble essentiel, les personas, les job to be done, etc. Et puis après, on terminera dans le déroulé des chapitres sur les growth hacking, sur l'agilité, etc. Toutefois, on s'est rendu compte qu'il y a des outils qui n'avaient plus leur place aujourd'hui, qui ça servait à rien d'en parler aujourd'hui, et d'autres qu'on a bien détaillés, Steph, c'est ça surtout. Steph, t'es toujours avec nous ? Oui, pardon. Oui, effectivement. Et puis bon, après, je vous apprends rien. C'est sûr que l'IA est passé par là, donc encore une fois révolutionner le marketing, et donc on s'est effectivement senti obligé finalement de revoir cette boîte à outils qui se vend bien. Donc après, on s'est dit, elle a quand même pris un petit coup de vieux, donc à faire. C'est pas sympa pour nos lecteurs qu'elle soit plus actuelle et qu'elle
qu'elle prenne aussi en compte cette arrivée de l'IA qui a bousculé beaucoup de choses, un peu comme l'arrivée du web a bousculé le marketing traditionnel à notre belle époque, Yann. Ouais, effectivement. D'ailleurs, il y a quelqu'un fort gentil qui nous dit salut les jeunes. Alors, je rappelle à ce sujet que la jeunesse, c'est dans la tête. Hein. Pour ceux qui sont pas convaincus, donc à essayer de me suivre au vélo. Non, revenons sur cette évolution. Tu dis une évolution qui est probablement proche de celle qu'on a connue nous dans les années 90. Ça serait même pas un peu plus que ça, d'une certaine manière. Oh, je sais pas. Après, savoir si c'est un peu plus, un peu moins, l'avenir nous le dira. Ce qui est important, enfin, il y a deux choses. Il y a le fait de pratiquer le marketing qui va être complètement assisté avec l'IA, donc des gains de productivité, d'idéation, tu peux te challenger, tu peux faire un peu de reverse engineering, et puis voilà, il y a des trucs. Philippe parlait de cocon sémantique. Tiens, moi je suis marketeur, je connais pas bien le cocon sémantique. Bon, par exemple, l'IA peut nous aider à challenger nos connaissances et aller plus vite. Mais surtout, le changement fondamental, pour moi, c'est qu'on passe finalement d'un monde qui était focalisé sur le clic, parce que tout ce qu'on faisait quelque part, les contenus, notre présence sur les médias sociaux, les ads, le référencement naturel, c'est pour générer du trafic, et de ce trafic, générer du lead ou de la vente directe si on était e-commerçant par exemple. Et aujourd'hui, on voit que le trafic s'effondre de toutes parts. Alors en plus, ça a commencé à s'initier un peu avant l'arrivée de l'IA d'ailleurs, c'est que les no-click chercheuses étaient déjà une des problématiques à laquelle les marketeurs devaient faire face avant l'arrivée de l'IA. Et là, avec l'IA, c'est un phénomène qui s'est largement accéléré. Et donc, on doit changer un peu notre fusil d'épaule, se dire, tiens, voilà, comment je vais passer du sacro-saint clic à peut-être le retour d'une forme de notoriété, dans tous les cas, les citations dans les IA. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais le volume de contenu créé par l'IA a dépassé le volume créé par les humains. On va mettre des petits bémols là-dessus parce que je sais pas trop comment on mesure, vu que c'est déjà difficile de repérer un texte fabriqué par l'IA, et il y a des faux positifs aussi de l'autre côté. Mais enfin bon, on va prendre cette information, elle est crédible, on va dire. Et je crois que c'est Forbes qui a publié ça hier, et qui disait, par contre, qu'on ne retrouvait pas, alors pareil, des bémols et à vérifier, qu'on ne retrouverait pas plutôt ces résultats ni dans Google, bon ça c'est pas étonnant puisque Google ne référence plus rien depuis longtemps, ni dans ChatGPT, ça c'est plus étonnant. Ouais, enfin bon, voilà, c'est à voir et à suivre. Moi, je ne crois pas à la mort du contenu. Je crois que quand le contenu sera mort, c'est d'abord peut-être ce terme de contenu qui est nul et qui a tué. D'ailleurs, je dirais quand l'écriture, quand la parole, quand le discours sera mort, c'est que les hommes seront morts. Voilà. Bon, on verra. En tout cas, c'est vrai, comme tu dis, finalement, c'est peut-être un petit peu tôt pour prédire une révolution. D'ailleurs, moi, je me suis carrément lâché il y a 2 ou 3 ans. J'ai dit, ce n'est pas une révolution. On verra dans 10 ans. Et aujourd'hui, mon ami Fred Cavazza a publié une statistique montrant que les achats de ChatGPT étaient en chute libre. C'est moins 10% en Europe. Voilà, bon. D'aucuns ont emboîté le pas en disant que les Européens étaient foutus. Enfin bon, ok. Je pense qu'effectivement, on va encore attendre. Ça fait 5 ans qu'on est baigné par ce discours d'IA. Et on verra effectivement dans 5 ans si, comme dans le paradoxe de Solow, 30 ans après, on se demande encore à quoi servent les ordinateurs et où on les trouve dans l'économie. Alors que quand même, pourtant, on en fait depuis longtemps. Donc on verra bien. Mais en tout cas, ça change, au moins sur la surface, au moins sur les choses que toi tu connais bien, Stéphane, pour avoir écrit là-dessus sur l'inbound marketing. Je crois qu'on n'écrirait plus un bouquin sur l'inbound marketing aujourd'hui, ça serait, à mon avis, probablement obsolète.
c'est complètement obsolète, ouais. Ça c'est clair, hein, mais encore une fois, c'est que c'est déjà des mouvements qui étaient à l'œuvre avant l'arrivée de l'IA. L'IA a accéléré ces mouvements, et oui, on peut plus. Et puis il y a une donnée qui est aujourd'hui ultra importante à prendre en compte, c'est que les gens s'engagent plus. Je veux dire, trop de sursollicitation, trop de déception aussi. Voilà, l'e-commerce qui consistait souvent à proposer des lead magnets qui étaient malgré tout, il faut pas se voiler la face, hein, qui étaient très souvent malheureusement déceptifs, etc., etc. Donc, on voit, même aujourd'hui, finalement, ce principe qui consistait un peu de la semaine dernière, j'ai fait un live avec plus de 115 personnes. Des questions, enfin, on sentait vraiment que les gens étaient intéressés, et bon, voilà, tu le ressens, ça. Et malgré tout, ça, il y a 5 ou 6 ans, j'aurais eu 30, 40 abonnés à ma newsletter. Là, j'en ai eu péniblement 10. Donc, on voit que les gens s'engagent beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup plus de méfiance aussi. Et effectivement, c'est aussi à cause il y a le slop content, enfin à cause aussi de l'utilisation de gens qui ont exagéré, etc. Mais il y a un truc marrant. Vas-y, Yann. Vas-y. Non, je voulais partager un peu d'optimisme. J'ai une activité de photographe, ce qui est la chose la plus facile en 2025-26. Et j'ai 2 sites. Enfin, j'ai un site de partenaire, c'est portrait2.0.com, et mon site antimuseum.com. Et rien qu'entre la semaine dernière et cette semaine, c'est plus de 7 sessions photos qui ont été dégagées par Internet, alors que je ne fais ni SIA, je paye pas de publicité. J'ai juste des bonnes revues sur Google. J'ai un blog que je maintiens de manière sporadique, et je suis nul. J'ai plus de 1500 contenus, et il n'y en a pas plus de 100 qui sont référencés parce que j'ai pas le temps de le faire. Donc je pense qu'il y a encore de gros potentiel, même sur des sujets comme ça qui sont, paraît-il, finis, puisqu'on n'arrête pas de nous dire que la photo c'est fini, mais c'est pas vrai en fait. Et il y a de l'espoir. Et ça marche. Mais ça marche pas de la façon dont on a cru, tout comme toujours, où on amène des recettes toutes faites, vous allez avoir des clics, et puis... non, mais alors justement... Voilà. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Pour continuer sur cette note d'optimisme, moi je pense que c'est justement une opportunité phénoménale pour le bon contenu, hein, parce que ça sera une sorte de phare dans cette marée de trucs à la con, voilà. Donc je pense que le bon contenu, alors après le bon contenu c'est toujours très subjectif, et c'est aussi la raison pour laquelle tu vois, tu parles de photo qui finalement est devenue une niche un peu par la force des choses. Je pense que voilà, c'est aussi des micro-audiences qu'il va falloir être capable de toucher, et y arriver comme ça à identifier véritablement les besoins, encore plus que par le passé. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu du réchauffer ce que je dis, mais là autant par le passé on le disait beaucoup et on le faisait souvent mal, là il faudra peut-être moins le dire, mais vraiment y aller, quoi. Et aller chercher ces micro-audiences et se dire tiens, voilà, j'ai ce contenu qui est pertinent pour toi, et là ça peut faire mouche, bien sûr. Ouais. Donc il y a de l'espoir, il faut travailler plus dans la durée, plus dans la profondeur, et pour cela votre livre peut aider le lecteur. Alors on va y revenir, parce qu'il y a un truc qui m'intéresse beaucoup depuis des années et qui est pas simple et que vous avez traité, c'est la cartographie des métiers du digital, et qui a une complexité mais impressionnante, quoi. C'est devenu, je vais pas dire quasi incompréhensible, mais pas loin. Alors comment une PME ou un indépendant, ou même d'ailleurs une entreprise tout court, hein, parce que en dehors des RH, j'entends, peuvent s'y retrouver face à cette multiplicité de rôles, responsable marketing digital, content manager, SEO, SIA, en plus avec des sujets qui sont très figés dans leur description, alors que les sujets eux-mêmes sont en train de changer complètement. Le SEO, ça n'est plus du tout ce que c'était il y a 3 mois, et ça sera certainement plus la même chose dans 3 mois non plus. Donc, comment on peut s'y retrouver dans tout ça ? Ouais, alors en effet,
l'IA, toujours pareil. Avoir des compétences évidemment en prompt engineering, c'est essentiel aujourd'hui. Tous nos métiers évoluent, on l'a dit. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'histoire qui se répète de toute façon. C'est-à-dire que quand on faisait de la com uniquement, on nous demandait de comprendre un petit peu des notions de marketing pour pouvoir identifier les besoins, les attentes de nos clients. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le prompt engineering qui va faire que on va pouvoir gagner du temps, la productivité, l'efficacité. Toute cette cartographie des métiers, en fait, dans le bouquin, on s'est aidé d'une illustration qu'on a retrouvée, vous savez, sur You Love Words, qui proposait plusieurs typologies de métiers. C'est vrai que la data est essentielle aujourd'hui. On peut difficilement avancer dans nos métiers sans comprendre la donnée, ça c'est certain. C'est le cas aussi pour obtenir des gains de productivité avec l'IA. Enfin, les compétences évoluent avec le temps. Enfin, il y a pas de révolution en 2025 par rapport à 2020, on va dire ça comme ça. Si ce n'est qu'il faut simplement, encore une fois, juste s'adapter et comprendre les nouveaux usages. Toutefois, j'ai vu un truc assez intéressant. Je crois que c'était hier ou ce matin que je lisais sur l'IA. Que non seulement on gagnait en productivité, en efficacité, mais aussi ça nous permettait d'alléger notre charge mentale. Et c'est vrai que finalement, quand on se dit qu'on doit travailler, je vois que tu lèves les yeux, Steph, peut-être que tu vas interagir là-dessus, mais c'est vrai que parfois on se dit, putain, j'ai ce dossier à réaliser pour demain, pour tel client, ou une mission en interne pour une entreprise, où on se dit, j'ai un plan marketing à réaliser, je vais avoir des interviews à mener, il va falloir que je fasse tout notre travail, qui parfois se dit, bon, par quel bout je vais commencer. Et puis en fait, l'IA peut nous permettre donc d'alléger cette charge mentale parce qu'on va gagner du temps et c'est vrai qu'on va lancer des prompts qui vont nous permettre pourquoi pas d'enregistrer une première réunion, hein, on va dire on peut lancer sur Notion, sur ChatGPT ou sur d'autres évidemment une réunion et puis avoir une synthèse, on va gagner du temps avec ça, on va se dire bon bah super, déjà ce qui devait me prendre 2 semaines va me prendre peut-être que quelques jours simplement. Donc moi je vois surtout cet allègement de l'esprit pour pouvoir faire d'autres choses quoi, c'est-à-dire que l'IA va nous accompagner aussi pour pouvoir dégager du temps pour faire peut-être des choses qui nous plaisent davantage quoi. Steph, tu peux réagir dessus ou tu étais peut-être en désaccord? Oui, non, enfin, moi je fais effectivement là, sur la productivité, je te rejoins. Le truc, c'est qu'après, on fait 10 fois plus de trucs. Ouais, c'est juste ça. Et qu'on a, enfin, dans tous les cas, c'est très personnel. Moi, j'ai un peu tendance à pillonner, à faire beaucoup plus de choses que ce que. Déjà tester les outils déjà. Et puis voilà, et puis finalement, on tomber aussi un peu dans ce FOMO avec les outils et autres. Et puis du coup d'être un peu dispersé, enfin beaucoup plus dispersé. Alors j'ai toujours eu tendance, parce que j'aime bien papillonner, ça a toujours été, même si je sais que c'est pas génial pour l'efficacité, mais bon voilà. Donc finalement cette productivité, alors sur un dossier effectivement on gagne, mais quand on prend du recul, on se dit au final je fais 10 fois plus de trucs. Ouais, mais on teste ces outils, en fait, c'est un investissement, quoi. C'est que tous les outils tous les jours. Ce que je dis, c'est que c'est un retour qui est très personnel. Ouais. Mais une petite anecdote. J'ai une petite anecdote, alors qui date d'il y a d'un certain temps, mais enfin moi j'ai un vieux dinosaure de l'internet, donc j'étais déjà accro. J'étais déjà accro à l'internet. C'était en 99, ça faisait déjà 5 ans que j'en faisais en professionnel. Et j'arrive dans une mission, j'étais chez Capgemini, on arrive à la RATP, dans un bureau, on nous met dans un bureau qui était très bien par tout rapport, sauf qu'il n'avait pas de connectivité, ni téléphone, ni réception mobile, ni bien entendu accès Internet. Et là je me dis, je vais mourir, comment on va faire notre travail, c'est pas impossible, on va pas y arriver. J'ai jamais eu autant de productivité dans ma vie et j'étais dehors à 5 heures du soir. J'ai jamais autant produit. Parce que forcément, j'étais focalisé sur ma tâche et je ne faisais que ça. La vraie question, alors elle est intéressante cette question de productivité. C'était d'ailleurs, vous avez anticipé sur la question suivante. Est-ce qu'on est toujours aussi productif? Est-ce qu'on est toujours aussi efficace? D'abord, est-ce qu'on peut toujours être toujours dans l'efficacité ou est-ce qu'on a besoin, comme Stéphane, de jouer avec ses jouets Internet pour pouvoir être créatif, pour pouvoir papillonner, comme il dit, parce qu'on a besoin de papillonner en fait. C'est un besoin.
On ne peut pas être toujours dans la productivité. Il y a deux choses. Voilà, encore une fois, ça a toujours été une sorte de biais que j'ai eu, de prendre des projets à droite à gauche, de me lancer des idées, voilà. Et puis on a plein qui échouent au final parce que j'ai pas le temps. Mais bon, peu importe, ça c'est moi. Après, ce que tu dis de très juste, c'est que effectivement, mais là c'est pas spécialement l'IA, c'est tout simplement le digital. On switch, on se croit, comment on dit là, quand on fait plusieurs multitasks, alors qu'en fait on sait très bien aujourd'hui avec le recul que justement ça détruit notre productivité et au passage probablement un petit peu notre cerveau. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut aussi arriver à lutter contre le nombre de fois, j'imagine que ça vous fait ça, hein. Par exemple, je vais sur LinkedIn en me disant, tiens, j'ai une tâche précise à faire, je veux récupérer un post que j'ai vu qui me plaisait. On arrive sur LinkedIn, poum, on est pris par le feed, et on déroule le feed, et puis au bout de 5 minutes, on se dit, mais au fait, pourquoi j'étais venu sur LinkedIn? Voilà. Bon, ça, c'est typique du piège du digital, quoi. C'est que. Alors, d'ailleurs, il y a Hugues qui pose une question fort pertinente. Est-ce que l'on est productif lorsque l'on suit un webinaire sur le marketing digital? Alors, par définition, non, puisqu'on le suit, on écoute, donc on n'est pas productif. Mais en même temps, on nourrit la productivité future. Donc, c'est justement pour être productif, il faut se ménager des pauses. Moi, j'ai jamais été aussi productif que le jour où j'ai retrouvé le vélo et je me suis donné 1 heure par jour à faire du vélo pour pouvoir réfléchir et aussi déconnecter le cerveau. Et après, on est plus productif. Donc, je sais pas si j'ai bien répondu, mais alors, on va passer à la question suivante sur le prompt engineering. Le prompt engineering. Vous en connaissez beaucoup, les prompt engineers? Ils sont payés 300 000 €? Moi, non. Je ne sais pas, c'est ce qu'on nous disait il y a 3 ans. En fait, ça existe. Hein. Il y en a chez Anthropic, chez OpenAI et autres. Ce sont les gens qui sont justement chargés de vérifier pourquoi, quand vous rentrez un prompt, vous avez une réponse qui est bonne ou mauvaise. Et qui sont chargés, et pour le coup, ce sont des vrais ingénieurs. Donc je dis ça pour ceux qui croient qu'on peut gagner de l'argent facilement. Mais bon, bref, ce prompt engineering, vous l'annoncez comme une nouvelle compétence essentielle. Et là, on parle du prompt engineering côté user. Donc, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret de la différence entre un prompt basique et un prompt bien formulé et quel impact cela peut avoir sur les résultats? Oh là, mais ça c'est une question difficile. Hein. Généralement, c'est pour moi. Répond. Un prompt, moi, je n'ai que des questions difficiles. Hein. Par exemple, on a un petit atelier là que j'anime avec Bruno Frilinski là justement sur l'art du prompting, et on a un exercice qui est sur le résumé. Donc, résume-moi ce texte, ou résume-moi ce texte pour ma prochaine réunion, ou résume-moi ce texte pour le présenter devant un comité de direction. On a des résultats qui sont vraiment différents. Voilà. Sur la forme et sur le fond, c'est très très amusant à faire hein, comme exercice. Donc le contexte, déjà la première des choses, c'est avoir un objectif qui est très clair. Hein. Si on n'a pas vraiment d'objectif, c'est difficile que c'est pas l'IA qui va décider pour nous. Alors après, on peut questionner, on peut avoir des techniques, qui vont justement être plus lié à du coaching quelque part. Mais bon, dans tous les cas, avoir un objectif qui soit clair. Un contexte qui soit clair, être très clair aussi dans sa formulation, hein, des termes vagues, ça peut emmener des réponses qui vont l'être également. Donc voilà, c'est pas très très compliqué, mais ça demande quand même un petit peu de réflexion et souvent, moi ce que je fais, je prépare mes prompts sur un Word, sur un doc, enfin peu importe, avant de les écrire directement. Dès que c'est une tâche un petit peu compliquée, parce que moins ça te permet de relire ton prompt, de dire tiens, ça c'est peut-être un peu vague, je précise, un format de sortie qui aurait pas été indiqué et pourtant qui est souhaité. Bon, voilà, donc ça permet d'écrire des prompts qui sont un petit peu plus costauds quelque part, et puis après de les tester, tout simplement. Alors Steph le dit, c'est pas très compliqué. C'est vrai que quand on a réussi à définir un rôle, une tâche, le contexte, et puis le format de sortie, enfin le livrable qu'on attend
de la requête qu'on va mener sur les outils d'IA. Même si c'est pas très compliqué, on se rend compte quand même que dans certaines entreprises, il faut quand même passer par cette phase d'acculturation. Moi, il m'arrive encore, même dans des grandes entreprises, d'avoir le plaisir de les accompagner sur des types de formations ou d'ateliers pratiques. Et il y a toujours un effet waouh en se disant ah oui, t'as raison, quand tu démarres par je suis responsable marketing, je suis chef de projet, je suis directeur achat. Alors Steph, il a trouvé un nouveau jeu avec son Mac qui lui fait mais vas-y, continue Stéphane, ça met toujours un peu d'ambiance, c'est chouette. Moi j'ai juste une lumière naturelle au-dessus là de la salle de réunion où je suis, quoi. Donc si bien que même une si sorte de laser simple, aussi devant toi. Ouais, j'ai vu ça à l'instant, mais ça doit être un bruit optique Ouais, c'est bizarre. issu des. Je vous prie d'excuser, mais bon, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, donc ces prompts, la rédaction d'un prompt, c'est finalement assez simple. Et toutefois, quand on se retrouve dans les entreprises, finalement, si on leur a pas donné les bons conseils ou si on les a pas accompagnés pour le faire, finalement, il y a encore besoin de cette acculturation, quoi. Ça, c'était une première idée. Et puis ensuite, Steph, Stéphane le rappelait. Le bon et le mauvais prompt, c'est aussi la façon dans laquelle on va demander le livrable attendu. Et puis, un petit tips aussi qu'on peut donner comme ça, Stéphane, c'est même toi qui me l'avais donné à ce moment-là d'ailleurs, c'est une fois que tu as rédigé ton premier prompt, tu peux passer par une autre IA. Donc typiquement, tu le rédiges dans ChatGPT et tu vas voir Claude et tu lui dis Claude, challenge-moi ce prompt et dis-moi comment je pourrais l'optimiser. C'est pas mal parce que du coup, ça permet en fait de les challenger et nous de nourrir notre réflexion et au final d'avoir un prompt qui est assez complet à la fin, quoi. Très bien, merci pour ces conseils. Je conseille également le guide du prompting de Fred Cavazza que nous avons mis en forme chez Visionary Marketing et que vous trouverez sur le site. Alors, j'ai une question d'Olivier Laborne qui bizarrement ne réapparaît pas dans la liste des questions ici, mais je vais vous les lire. L'IA pourra-t-elle un jour être innovante, indépendante, par exemple sur un plan marketing ? Là, on va traiter du sujet incontournable des agents IA. Par exemple, sur un plan marketing, un plan de com, donc prendre des risques d'elle-même, enfin prendre des décisions d'elle-même, pour des risques, peut-être pas aller jusque-là, mais au moins des décisions d'elle-même. Alors, justement, sur ces agents, parce que c'est la promesse, les agents IA. D'ailleurs, il est probable que le mot numérique de l'année de David Fayon soit IA agentique, parce que c'est le mot qui traîne beaucoup en ce moment. Alors, est-ce que vous y croyez, vous, à ces agents IA ? Est-ce que vous avez essayé Manus, par exemple ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et vous remarquerez aussi que Claude d'Anthropic se dirige de plus en plus vers ce mode-là, c'est-à-dire on lui donne une tâche, va chercher et lui, il se débrouille pour aller chercher et de trouver les différentes étapes pour arriver au résultat. Alors, est-ce que vous avez essayé ça ? Est-ce que vous en êtes content ? Moi, je configure mes propres agents IA aussi pour certaines tâches. Par exemple, pour me donner des structures de newsletter ou de posts sur LinkedIn à partir d'articles de blog que j'aurais pu rédiger ou n'importe. Donc, c'est sûr que ça nous fait encore une fois gagner du temps. Maintenant, à ce qu'elles vont penser par elles-mêmes, bon, évidemment, j'ai pas la réponse. Toutefois, on a bien l'impression quand même que ces IA ont une réflexion, du moins on peut dire ça comme ça, qui est de plus en plus fournie, construite par nous, les humains qui les créons. Donc demain, est-ce qu'on va avoir un avatar virtuel avec qui on va discuter, avoir une discussion et qu'elle prenne des vraies décisions ? J'en sais trop rien, quoi. C'est un peu des films dystopiques, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin, forcément, on s'en approche un peu plus, quoi. Vas-y, Steph, ouais. Non, après, il y a encore beaucoup de promesses qui sont pas encore tenues. D'ailleurs, on voit l'implémentation de l'IA en entreprise. Pour l'instant, il n'y a pas de cas non plus qui se dessine tout en étant mirobolant. Donc, je pense que on aime bien un peu le buzz, l'IA agentique, ça fait bien, tout le monde en parle. Bon, pour l'instant, on est plus en l'automatisation que véritablement des agents qui sont au-delà de quelques petites tâches simplistes. Mais après, ce qu'on commence vraiment à voir se dessiner, est-ce que c'est de l'agent ou pas ? Bon, peu importe le terme, c'est par exemple des outils de marketing automation qui vont pouvoir analyser de la data de manière un peu autonome et dire tiens,
on a remarqué que ton client idéal a cette configuration et que tiens, il y a Philippe qui arrive là dans le pipe et il correspond à 90% à ce client idéal, donc tu as peut-être intérêt à le contacter. Voilà, c'est des choses qui vont qui existent déjà et qui viennent effectivement avec l'IA enrichir la couche d'automatisation qu'on avait déjà. Mais après oui, des agents j'y crois, mais après c'est toujours pareil, c'est donner de la pertinence à ces agents, quoi. Tu parlais d'IA prédictive, en fait, Steph. C'est vachement intéressant de se dire que typiquement tu envoies une campagne emailing et puis on se rend compte que ton batch d'envoi a un meilleur taux d'ouverture quand il est envoyé de 11h à midi, par exemple. Okay, et du coup, l'IA prédictive va t'aider justement à te dire, dans ces cas-là, toutes tes campagnes vont partir à cette date-là. Donc déjà, ça t'enlève, si tu veux, une strate de ta conception de ta campagne, parce que tu fais plus que le contenu. En plus, le contenu, il peut être généré automatiquement. Ouais, donc cette IA prédictive est pas mal. Ensuite, comme tu le dis, ton persona, il est allé sur ton site web, il est allé voir telle et telle page. On sait que l'IA va te dire que dans 20% des cas, les internautes qui sont sur cette page-là vont mettre au panier tel ou tel produit. Oui, donc ça a fortement orienté nos prochaines décisions. Toutefois, c'est toujours pareil, c'est serpent qui se mord la queue, parce que forcément, si on continue à nourrir ces IA avec ces stats-là, ça veut dire qu'on va pas regarder ce qui peut se passer à côté. Et du coup, je me dis que c'est dommage aussi, parce que si un internaute... Vas-y. Ouais, typiquement, ça me fait penser, je suis en train de rédiger ma newsletter là justement pour jeudi. Demain, je fais la pub pour Stéphane. C'est demain, c'est jeudi. Abonnez-vous à la newsletter de Steph, elle est vachement. Ouais, c'est demain qu'elle part. Et donc je suis en train de la finaliser là et je parle d'un concept qui m'amuse, c'est du content reverse engineering. Et donc j'ai un premier prompt, donc j'explique tout ça. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a du XML en plus en sortie, donc c'est quand même pour déjà des gens qui sont peut-être un petit peu avancés. Mais dans tous les cas, voilà, je dis en input, vous prenez un contenu qui vous a plu, soit parce qu'il a buzzé, soit parce que, voyez, tout simplement, il vous a plu et correspond à votre stratégie. Vous le faites analyser. Vous analysez les raisons de son succès et donc le prompt commence à décrire voilà pourquoi il a fonctionné, et ensuite on a une deuxième prompt. Alors on passe les résultats du premier prompt au deuxième prompt qui lui nous donne une dizaine d'idées de contenu qu'on pourrait produire en récupérant, pas en copiant-collant, mais récupérant les raisons du succès du premier prompt. Et ensuite, donc on choisit une des idées, ou plusieurs d'ailleurs, et ensuite on le passe à un troisième prompt qui lui est censé rédiger le contenu en fonction des règles de succès qu'il a détectées sur le contenu qui nous a servi d'exemple. Donc voilà, typiquement, là aujourd'hui c'est des choses que je fais à la main, donc les trois prompts que j'enchaîne à la main, on pourrait très bien imaginer un petit agent IA où en input on lui donne un article qui nous a plu ou un contenu, une vidéo, peu importe, un post LinkedIn, poum, il vient en reverse engineering finalement détecter les raisons du succès de ce post, pouf, nous proposer 10 idées, on clique sur l'idée qui est bonne et puis paf, ça y est, c'est parti quoi. Bon voilà, des petits agents comme ça qui sont pas très compliqués, ça c'est des choses qu'on peut être amené à voir rapidement quoi. Après, est-ce que ça sert? Voilà, c'est plus pour le fun que bon. Après, ça vient répondre aussi à la question de la créativité. C'est des outils qui peuvent aider à la créativité. Bon, en général, ça marche bien d'ailleurs quand l'individu en question est déjà créatif, parce que il va utiliser la machine un peu comme un punching ball pour essayer d'avancer. C'est ça qui est amusant. Et d'ailleurs, pour essayer de voir aussi les côtés positifs des choses. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est une des, pour revenir finalement à la spécialisation du marketing et donc à toutes ces nouveaux jobs ultra spécialisés. Ouais. Alors bon, c'est encore actuel aujourd'hui, donc on a été obligé d'en parler dans la boîte à outils, mais peut-être que dans la version 4 justement, ça n'existera plus parce que l'IA va probablement remplacer toutes ces spécialisations. Et donc finalement, on avait le T-shape là qui est une notion, donc avoir une barre horizontale qui correspond un peu à une vue globale, une culture G, on va dire, voilà, de son sujet. Et ensuite, donc la barre du T qui est il faut te spécialiser dans
sur une activité. Donc, par exemple, tu es un pro du marketing automation, ou du SEO, enfin bon, peu importe. Et aujourd'hui, on voit que ce T a de moins en moins d'importance parce que finalement, ça, c'est des choses qui peuvent être faites plus facilement avec une IA. Et donc, la barre horizontale, qui est celle de la culture G, de la créativité, de la curiosité, elle prend de l'épaisseur. Voilà. Finalement, on va voir revenir Finalement, on va voir revenir le webmaster, quoi. Finalement, c'est un peu ça. Mais c'est comme ce que je disais. Avec la citation, on revient aussi sur des notions de notoriété qui avaient complètement disparu avec quelque part avec le web, quoi. Enfin, tu as dû avoir des clients qui te demandaient des opérations de noto sur le web. Et là, tu dis, mais c'est un peu dommage, quoi, de s'arrêter à la noto. Allons jusqu'à la génération de leads, de ventes. Et la noto, de toute façon, si les gens sont passés sur votre site, ont rempli des formulaires ou voire ont sorti leur carte bleue, forcément, vous faites de la noto. Alors qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de clics, non, mais ça peut être un retour un peu aux sources du marketing. On verra. Okay. Mais ça peut être rigolo. D'ailleurs, je vais poser la question un petit peu plus loin, rebondir sur la question d'Olivier et d'aller plus loin. C'est finalement, est-ce qu'il nous faut davantage d'intelligence artificielle ou moins de bêtises naturelles sans l'effet d'artifice. Si, avec. Davantage d'intelligence artificielle, j'en sais rien. Il faut surtout l'utiliser intelligemment, voilà, justement. Puis avec curiosité, c'est que c'est il y a des choses qui sont quand même sympathiques, quand on se tape, j'en sais rien, moi, des kilos de données sur un fichier Excel, par exemple. Si on peut le faire analyser par l'IA et gagner du temps, why not, voilà. Après, je pense que c'est l'intelligence qu'on va mettre là-dedans, dans l'utilisation de ces outils, qui fera que, c'est pareil, c'est que l'exemple que j'ai donné de content reverse engineering, qui nous pond un contenu à la fin, au final, si on le copie-colle et qu'on le publie comme ça, on a tout faux. Si on se l'approprie, qu'on se dit, tiens, j'y mets mes tripes et j'y mets, finalement un peu mon ADN, et donc j'humanise ce contenu, là, je pense que c'est plutôt pas mal, quoi. D'accord. Donc, je sais pas, difficile, je sais pas, c'est un avis. Non, sur ces questions de prompt engineering, tout ça, je veux dire, c'est pas tout ça. C'est en fait, ça dépend tellement de chacun, en fait. Tout à l'heure, Steph, tu disais aussi que tu as ce côté un peu où tu vas chercher un peu tout. Moi, j'ai ce côté un peu geek aussi, où je vais aller tester tous les outils. Donc finalement, je crois que ça dépend vraiment aussi de la personne, s'il va être curieux, encore une fois, et qui va faire que du coup, l'intelligence artificielle va nous servir plutôt que de la connerie humaine, comme tu disais à l'instant, où je sais plus qui avait pris la parole, c'était je sais pas qui dans le chat, quoi. Le gros piège, c'est que ça nous pousse à la flemmardise, c'est certain. Donc après, je ne sais pas. On a une fois une rigueur qui se disent, tiens, je prends du recul, je challenge, je complète, j'apprends, et là, si on est passif, face à ça, on est foutu. Si on est actif, de toutes les manières, c'est là. Donc, au moins, après, je sais pas si on sera quand même sorti d'affaire, mais au moins, on résiste, quoi. Voilà. Alors après, juste pour revenir sur de la flemme, en réalité, c'était plutôt sur la charge mentale dont on avait commencé à parler tout à l'heure. Je sais pas si c'est de la flemme, c'est plutôt qu'en fait, ça va nous enlever de la charge mentale, dans le sens où on va pouvoir se concentrer sur les trucs qui nous font plaisir, quoi. Le nombre de fois on a lu sur LinkedIn ou ailleurs, j'attends pas que l'IA crée mes contenus, écrive mes livres ou fasse mes visuels pendant que moi je fais mes machines, mais plutôt que moi je puisse justement continuer à créer et que l'IA fasse pour moi les trucs qui m'emmerdent, quoi. Moi vraiment je me sers de l'IA pour les trucs qui pour moi sont pas de valeur ajoutée, quoi. C'est-à-dire automatiser des process ou n'importe, mais écrire des livres, écrire des contenus, ça me fait encore plaisir, donc je continue à le faire pour ça, quoi. Donc c'est pas tant de la flemme, c'est plutôt de la charge mentale qui est voilà. C'est mon point de vue. Le flemme, je suis toujours un peu à l'aise. Alors justement, je rebondis sur la question d'Antoine, qui a une graphie assez intéressante sur son nom tout à l'heure, en le regardant de loin, parce que c'est trop petit. Vous voyez Antoline, d'ailleurs. Enfin, je suis pas sûr que c'est très bon pour la recherche, mais bon. Qui nous pose une question sur l'économie de l'attention.
Et finalement, je rebondissais sur ce que disait Stéphane tout à l'heure. Finalement, on devient fainéant aussi à cause de cette attention, on papillonne, on est... Hein? Ouais, je suis pas trop d'accord avec cette histoire. Non, je suis pas trop d'accord avec ces flémardises. Non, mais je veux dire dans le sens où je pense qu'encore une fois, ça dépend de chacun. Mais la fainéantise nous amènera nulle part quand on parlait de productivité tout à l'heure. C'est pas parce qu'on copie-colle des prompts et des résultats d'IA dans des posts LinkedIn, dans des newsletters, dans des articles, dans des bouquins que ça va nous amener quelque part. En fait, la fainéantise nous amènera nulle part, quoi. Ça va peut-être nous libérer du temps et de l'énergie aujourd'hui. Ça va peut-être nous faire prendre conscience qu'on est... que ça va marcher un temps. Enfin, pardon de parler de ça, mais je pense... Vas-y, Steph. T'es intelligent, t'as du recul, mais c'est quand même un des risques essentiels, c'est qu'on tombe dans la facilité. Et les gens, quand même, malgré tout, enfin, les gens, et je m'y inclus, hein, je veux dire, et puis alors moi qui suis un gros flemmard de nature, je vois que j'ai besoin de lutter contre ça, quoi. Et d'ailleurs, quand je fais, par exemple, je partage des prompts, des fois, lors de live, on sent que les gens sont très, très appétents, parce que pourquoi ? Tiens, j'ai une solution toute faite. Et moi, je leur dis, mais attention, d'une part, vous prenez le prompt, vous le lisez pour comprendre ce qu'il va faire. Déjà, faites cet effort de comprendre ce que va faire le prompt. Et puis après, il y a des choses que vous pouvez vous approprier. Donc, modifiez le prompt, même s'il est ultra complet, modifiez-le. Et puis surtout, challengez les résultats. Donc, on a quand même cette tendance à la flemmardise pour beaucoup. Et c'est là où c'est quand même un piège, quoi. Et pour ceux qui ont des jeunes à la maison et des ados, enfin, ce qui est mon cas donc, moi je les accompagne justement sur l'utilisation des IA, justement pour contrer ces flemmardises. Enfin, si mon fils débarque à 21h30 qui me dit papa, pour demain je dois faire ci, je dois faire ça, je me suis pas pris avant. Évidemment, on a une réponse toute faite avec ChatGPT, on la relit, on remet un peu en forme et on a un truc qui tient la route pour les gamins de 15 ans en seconde. Mais c'est clairement pas ce vers quoi je tends pour les accompagner. J'essaie vraiment de faire mon maximum. Enfin, on va pas parler d'éducation. Toutefois, petite parenthèse, dans le lycée où là, je trouve ça plutôt chouette d'ailleurs, les profs nous ont dit dans une réunion parents-prof, j'en parle comme ça à tout le monde, je sais pas ce que vous en pensez, ils nous ont dit, on donne des devoirs à faire à la maison, mais moi, le prof a dit, moi, je les corrigerai pas. Parce que j'ai pas envie de corriger une IA et j'ai pas envie de corriger le travail des parents. Donc, en revanche, ce que je vais faire, c'est que le travail, il doit être fait à la maison, comme un exercice, comme un entraînement. Vous utilisez les outils qui sont à votre disposition. Alors, nous, les parents, on devient un peu outils dans la discussion qu'on vient d'avoir, parce qu'on va les aider. Et les profs disent, par contre, j'interroge les élèves à l'oral pour qu'ils s'expriment et qu'ils expliquent comment ils ont réussi à atteindre ce résultat, quoi. Et je trouve ça plutôt chouette, en fait. Il faut vraiment prendre conscience que tous ces outils, comme a dit Stéphane, tous ces résultats de prompt et d'utilisation comme ça, toutes faites, avec des prompts tout faits, qu'on peut proposer, il faut les challenger, il faut se les approprier et essayer de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Il faut bosser. Il faut bosser. Déjà. Bon, finalement, bosser, ça change pas trop, quoi. Enfin, je veux dire, si on travaille pas, on n'a pas de résultat. C'est toujours pareil. Si on utilise cet outil correctement, on peut effectivement aller plus loin. C'est la même question en fait que celle que posait Nicholas Carr avec Google il y a quelques années, quoi. Est-ce que si j'utilise un moteur de recherche, est-ce que je deviens plus bête ou plus feignant? Ça dépend un peu de moi, quoi. C'est ça. Alors voilà. Alors Antoine qui nous pose des questions intéressantes, il nous apporte des informations aussi, parce que moi j'ai lâché ChatGPT, je suis passé sur Claude depuis. C'est chouette. ChatGPT trop. Ouais, je le trouvais trop mauvais et surtout pas assez constant. Et là, a priori, il vient de sortir un nouveau qui s'appelle GPT Atlas. Il nous dit qu'il va faire du scraping. Scraping, il n'y a qu'un P, parce que scrapping en anglais, to scrap, ça veut dire mettre au rebut, et to scrape, ça veut dire gratter. C'est une seule lettre, peut changer beaucoup de sens. Donc, il va faire du scraping. Est-ce qu'il n'y a pas de danger, justement? Est-ce que finalement on fasse du recyclage de contenu à l'infini et que finalement plus personne n'invente plus rien, ce qui est peut-être déjà un peu le cas d'ailleurs. Ouais, je sais pas si c'est la question d'Antoine. Après, c'est un navigateur et c'est que je pense de toutes les manières quelque chose c'est une grosse tendance. Il y avait déjà Comet. Comet, qui était déjà sorti, mais avant Comet, il y avait DIA. DIA qui est vraiment très 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 bien, qui marche que sur Mac pour l'instant, à moins qu'ils aient proposé depuis peu
la version Windows, mais enfin, jusqu'à présent, c'était que sur Mac, et ça préfigure effectivement le futur proche de nos navigateurs. Après, sur le scrapping en lui-même, de toute façon, c'est déjà tout est scrappé, quoi. Donc un peu plus, un peu moins, je vois pas la différence que pour faire voilà. Alors oui, ça nous permettra de par exemple sur Dia, mais j'imagine que j'ai pas encore testé le navigateur Atlas. Ouais, sorti hier, je crois. GPT, ça vient de sortir. Mais par exemple sur Dia, on peut dire tiens, je sais pas quoi, j'ai un ventilateur à acheter. Bon voilà, je sais pas pourquoi ça me passe par la tête, mais bon, peu importe. Et on va ouvrir des sites de distributeurs, un Amazon, je sais pas quoi, c'est ça. Un Darty, un boulanger, et donc on a trois onglets, et puis poum, il va analyser effectivement, donc là, entre guillemets, scraper les données, nous faire un tableau comparatif avec les différentes fonctionnalités, le prix, etc. quoi. Bon, voilà, par exemple, c'est un des usages, il y en a on peut le faire sans navigateur. Claude le fait très bien, je l'ai fait l'autre jour. Non mais voilà, c'est pour ça que je dis que de toutes les manières, navigateur ou pas, c'est déjà scrappé, quoi. Ouais. Bon, c'est ce que faisait Kelku à la main, et maintenant, autrement, mais voilà, maintenant, avec c'est plus ça. On n'a pas de vidéo de Kelku aujourd'hui, quand même. En 2025, je ne pensais pas. Ouais, quand même. Il faut bien qu'on vive à la hauteur de notre réputation de dinosaure. Alors, ce que je crois comprendre de la question de Hugues, c'est finalement ce fait que l'agent LM finit par nous connaître tellement d'abord, il nous dit ce qui nous plaît, et il finit par tourner en rond sur nos requêtes en propre, au lieu de nous emmener sur autre chose. Moi, j'ai pas ce sentiment-là, parce que très souvent, je lui fais vérifier des choses. Alors, j'utilise beaucoup pour croiser de l'information, et ça marche très bien. Mais bon, je sais pas, vous avez un avis là-dessus ? En fait, c'est un peu un mythe qu'il a la mémoire globale de nos interactions. Alors, il a quand on crée un projet, par exemple, il y a la fonctionnalité projet sur ChatGPT. Là, on va lui passer du contexte. On peut même aujourd'hui créer, je crois, des skills sur Claude. C'est un peu une sorte de persona. Moi, j'utilise un outil pour écrire qui s'appelle lex.page, et effectivement, j'ai des personas en fonction de ce que je souhaite faire. Donc oui, il y a une mémoire dans ces projets, une mémoire globale, pas vraiment. Après, on peut jouer sur les paramètres pour lui indiquer ce qu'on souhaite, qui on est, ce qu'on souhaite, et donc là il va effectivement s'adapter en fonction de ça. Après, de toutes les manières, ChatGPT est un peu vicieux parce qu'il montre pas les tokens, ou dans tous les cas c'est beaucoup plus caché, mais de toutes les manières il y a une limite. Alors même si de version en version ces limites sont de plus en plus importantes, il y a quand même une limite en termes de traitement de tokens. Donc à un moment donné, quand on atteint cette limite, soit il efface sa mémoire un peu plus haut, soit certains IA dit je peux plus avancer parce que j'ai plus de token, quoi. Voilà, donc c'est un peu un mythe, cette histoire de mémoire, quoi. Après ces paramètres dont tu parlais, Stéphane, c'est extrêmement utile lorsqu'on cherche à rédiger, justement. On peut nourrir les paramètres des IA, que ce soit ChatGPT, Claude ou n'importe. Vous pouvez dire, je voudrais que tu écrives dans tel style. On peut lui mettre des liens vers nos profils, vers les bouquins qu'on aurait pu écrire si c'est le cas. C'est quand même assez pratique pour ça. Et moi, je rajoute dans les paramètres, par exemple, évite les emojis, évite les listes, évite les formules toutes faites du style dans un environnement digital dans lequel nous sommes confrontés, ce genre de truc qu'on peut lire un peu partout. Moi, ça me permet d'avoir du coup un premier jet qui sera assez proche de ma façon d'écrire, en tout cas de ce dont j'ai besoin, quoi. Après, je pense que on peut rebondir un petit peu. Je lisais en diagonale ce qu'écrivait Hugues aussi sur le fait qu'on passait parfois plus de temps à rédiger des prompts qu'à rédiger nous-mêmes. Alors ça aussi, je rejoins un peu ce que disait Stéphane sur cette histoire de mythe. Je sais pas si on passe beaucoup plus de temps à rédiger des prompts qu'à rédiger nous-mêmes. En revanche, je rejoins vraiment ce que disait Hugues, c'est que ça nous permet, dans le chat donc, c'est que ça nous permet de formaliser, de formaliser notre pensée. Le fait d'écrire, de toute façon, ça formalise notre pensée. Donc, c'est de toute façon que bénéfique pour nous. D'écrire un prompt, ce serait déjà une première page. Vas-y, Yann.
Je suis d'accord sur je suis d'accord sur son point aussi. C'est très bien vu. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur l'efficacité. Mais c'est quelque chose qu'on a vu maintes et maintes fois dans les nouvelles technologies, notamment avec la webconférence, où on pensait que ça permettrait de supprimer certaines choses ou de gagner en efficacité sur d'autres. Mais en fait, ce que ça a permis surtout, c'est de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc, et ça, c'est pareil en fait. Et si on l'utilise bien, ça permet d'aller plus loin. Alors, on approche dans l'heure. Il nous reste peut-être de quoi caser une question. On va changer un peu le sujet. On va parler de vidéo, si ça vous va. On nous dit de la vidéo, le nouveau langage du web. D'abord, est-ce que c'est nouveau déjà depuis les Frères Lumière? Je ne sais pas. Et au-delà de cette affirmation, quels sont les chiffres ou les tendances concrètes qui prouvent que la vidéo est devenue incontournable pour toute stratégie digitale efficace? 85% du trafic sur le web est généré par la vidéo. 85%. Donc à partir de là, on prend bien conscience que c'est la vidéo qui drive les contenus, ne serait-ce que YouTube qui est le deuxième, ou si ce n'est le premier, en tout cas le deuxième plateforme la plus consultée. Les trends, les contenus qui sont postés sur les réseaux sociaux, sur lesquels on passe plus de 3 heures par jour, c'est de la vidéo, TikTok, Insta, tout ce que vous voulez. Donc oui, la vidéo, c'est devenu incontournable. C'est pas devenu, pardon, c'est toujours incontournable depuis quelques années. Je sais pas si on en parle plus aujourd'hui qu'avant. On parlait tout à l'heure, des ados qui sont donc les prochains à être sur le marché du travail. Donc, ils se servent de CapCut comme nous on a appris à le faire. Eux, c'est inné. Donc oui, la vidéo, c'est essentiel. C'est essentiel. Je pense que c'est déjà ça rend vivant. C'est-à-dire que là, merci Yann de nous avoir reçus dans ce live. Tu vois, nous on a écrit un bouquin, donc finalement c'est statique, c'est on vend dans des librairies. Et puis là, tu nous donnes la parole, donc du coup on s'exprime. Et on s'adresse du coup à vous tous qui nous écoutez. Merci infiniment d'ailleurs de le faire. Ça apporte une dimension humaine qui, je crois, un bouquin. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Mais il a l'air extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Donc c'est bien que le fait qu'on soit là en face de vous, voilà, nous sommes des êtres humains avec ce qu'on est, voilà. Et je crois que cet aspect humain, il ne transparaît que par la vidéo, pas par le contenu. On n'arrive pas à faire passer ses émotions. Enfin, on n'est pas en tout cas, moi, je ne suis pas un auteur. Je suis un rédacteur de livres pour le marketing. Je suis pas un auteur. Je fais pas passer les émotions comme des grands auteurs et chacun ira choisir ce qui leur plaît, quoi. Oui, la vidéo, c'est indispensable aujourd'hui et je pense qu'il faut maintenir notre production vidéo. Et je parle, alors que j'en fais assez peu malheureusement, contrairement à toi Yann et surtout toi Steph aussi, quoi. Steph, tu voilà, c'est une bonne transition parce que le replay de ce webinaire est déjà disponible d'ailleurs sur YouTube. Déjà disponible. Oui, parce qu'en fait, il passe en live sur plusieurs chaînes, dont celle-là. Il y a déjà ce qu'on n'a pas encore dit sur le YouTube. Exactement. Et avec les confettis et tout ce qu'on veut, il y a c'est excellent. Et effectivement, comme tu le dis, Philippe, on est des êtres humains et comme on est des êtres humains, on va manger parce que sinon il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Et il est 12h29 minutes et 34 secondes, ce qui fait que nous sommes parfaitement à l'heure. Eh bien, je vous remercie tous et toutes pour votre participation et les sympathiques questions. Je pense que c'était sympa. On en refait un si vous voulez, pour la 4e édition peut-être. Avec grand plaisir et merci pour l'invite. C'était fort sympathique de partager ce moment avec tout le monde. À bientôt tout le monde. Merci pour tout. Merci, à bientôt. En guise de conclusion, il faut naviguer dans la transformation. Cette 3e édition de la boîte à outils marketing digital arrive à un moment charnière. L'intelligence artificielle transforme profondément les pratiques, sans révolution du jour au lendemain. Stéphane Truffem et Philippe Gastaud accompagnent les professionnels avec des repères concrets et des outils immédiatement utilisables. Leurs 57 outils enrichis de packs de prompts offrent bien plus qu'un manuel technique. Ils proposent une vision stratégique des évolutions en cours et des clés pour s'adapter sans perdre l'essentiel. Créer du contenu de qualité, comprendre ses audiences, construire des relations durables. Dans un paysage où le contenu généré par l'IA dépasse celui produit par les humains, la qualité redevient le véritable différenciateur. L'ouvrage rappelle cette vérité, les outils évoluent, les techniques se transforment, mais les principes du marketing reposent toujours sur la compréhension profonde des besoins et la création de valeurs authentiques. Un message qui résonne avec force à l'heure
où la boîte à outils du marketing digital se réinvente. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.